Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir au sein du Centre Panthéon et de cette belle salle des fêtes. Je suis Hugo Kervib, avocat et responsable du pôle Affaires et Libertés économiques au sein du Cercle Droit et Liberté. Je suis à ce titre très heureux de pouvoir présenter cette conférence qui est intitulée « Sous-marins australiens, la diplomatie française torpillée ». Mais avant de rentrer plus en avant dans ce débat, un bref mot sur le Cercle Droit et Liberté. Alors, le Cercle Droit et Liberté est une association qui a été fondée en 2014, qui regroupe des avocats, des juristes, des professeurs, des magistrats et des étudiants en droit, qui sont soucieux d'encourager l'esprit critique et de promouvoir les libertés publiques et le débat dans la cité. Alors, ce qui nous rassemble ici ce soir, c'est un sujet qui est d'actualité, qui appelle notamment l'analyse critique. Donc, après la signature d'une lettre d'intention entre les gouvernements français et australiens en décembre 2016, un contrat de vente de sous-marins a été signé entre la France et l'Australie le 11 février 2019. Ce contrat a été appelé tant par la presse francophone que par la presse anglophone le contrat du siècle, parce qu'il avait une valeur d'environ 55 milliards d'euros. C'est un contrat à exécution successive, donc qui devait être renouvelé assez souvent selon validation de certains critères. Et il y a une rupture brutale de ce contrat par le Premier ministre australien Scott Morrison le 15 septembre dernier. Et donc l'Australie a préféré à l'alliance française une alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni qui est baptisée AUKUS, avec cette fois une proposition de sous-marin qui n'est plus à propulsion classique, mais à propulsion nucléaire. Alors, un tout bref rappel de sémantique, un point de sémantique sur les sous-marins. Donc, les sous-marins en question, ce sont des sous-marins d'attaque, ce ne sont pas des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc, ils ne permettront pas en fait, de porter l'arme, le feu atomique et l'arme atomique. Ce sont des sous-marins d'attaque. Ce qui est différent, c'est la propulsion. Elle était classique dans le contrat de Naval Group, c'est-à-dire diesel électrique. Et là, dans le contrat avec les États-Unis et le Royaume-Uni, elle serait nucléaire. Et donc, pour parler de ces événements, j'ai l'honneur d'accueillir deux invités exceptionnels, le général de Voilemont et maître Jean-Claude Beaujour. Alors, mon général, vous êtes général de 2e section depuis août 2021. À l'issue de votre formation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, vous avez rapidement gravi les échelons en commandant un régiment d'infanterie de marine composé de 1000 hommes et intervenant pendant cette partie de votre carrière en opération extérieure en ex-Yougoslavie et fréquemment en Afrique, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire et Tchad jusqu'en 2005. Vous êtes a posteriori devenu chef d'état-major de la force intérimaire des Nations Unies au Liban en 2010. Vous avez assuré le commandement des opérations de lutte antiterroriste avec l'opération Barkhane au Sahel en 2016 et défendez ainsi les intérêts français et entretenez également les relations politico-militaires avec les chefs d'État, ministres de la Défense et aux autorités militaires à cet égard au Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso et Mauritanie. Et enfin, en 2018, vous êtes devenu secrétaire général adjoint de la Défense et de la Sécurité nationale. Maître Jean-Claude Beaujour, vous êtes avocat au barreau de Paris, au sein du cabinet Harley Avocat, et avez acquis depuis une trentaine d'années une forte notoriété dans le contentieux commercial international. Vous êtes diplômé de prestigieuses universités telles que l'University College of London ou encore Harvard, et avez enseigné pendant près de 7 ans au sein de l'École nationale d'administration. Vice-président du Cercle France-Amérique, vous avez à cœur de renforcer le lien transatlantique par la tenue de réunions et de rencontres annuelles. Vous intervenez aussi régulièrement dans les médias. Enfin, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Et si la France gagnait la bataille de la mondialisation » aux éditions Descartes et compagnie, paru en 2013. Mon général, maître... J'ai soutenu ma thèse de doctorat ici même, juste à côté. Voilà. Bien, c'est noté. Eh bien, c'est un beau clin d'œil alors de revenir en ces lieux. Mais écoutez, si vous le permettez, je vous permets de faire une introduction libre sur ce sujet. Peut-être, maître, voulez-vous commencer ? Bonsoir à tous, et je suis là encore vraiment désolé d'arriver avec un peu de retard. Le sujet qui nous intéresse a cela de passionnant que devant un auditoire de juristes dans une faculté où on enseigne le droit, la science politique, l'économie, les relations internationales,
nous avons un cas d'école, puisque on va parler beaucoup de droit, mais on ne va pas parler que de droit, puisque le sujet sur lequel nous avons à travailler est à la frontière de la matière juridique. Il y a des contrats qui sont signés, un contrat un peu particulier, puisqu'il y mêle à la fois, donc, effectivement, les mécanismes juridiques, continentaux et de common law, très certainement, mais également frontières institutionnelles et politiques. L'appui du général Voelmo et son regard sera complètement intéressant, puisqu'on voit bien qu'il y a dans ce type de contrat une forte présence institutionnelle et politique. Et quand je dis institutionnelle et politique, on parle de gouvernement. Et dès lors que dans un contrat, une des parties est un gouvernement, c'est forcément un contrat un peu particulier, même si on le qualifie, quelle que soit la qualification qu'on viendra lui donner, c'est forcément un contrat de type particulier dès lors qu'il y a une partie étatique à ce contrat. Enfin, troisième élément de la spécificité de ce contrat, c'est un contrat transnational puisqu'il est entre des parties qui sont de nationalités différentes, d'un côté la France et de l'autre côté l'Australie. Donc on voit bien avec en prime un environnement purement international puisqu'il y a de la géopolitique. Donc oui, je pense que ça sera intéressant de réfléchir aux limites, aux échecs, aux manques, et puis d'avoir un peu de retour sur la réflexion, le débriefing, comme disent nos amis anglo-saxons, parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a peut-être des choses à faire différemment, il y a peut-être des éléments qui nous échappent, mais c'est vrai que lorsqu'on a à la fois le mélange du droit, de la politique étatique, dans un environnement international, c'est forcément à la fois passionnant, mais c'est forcément moins évident, parce que vous savez, très souvent, on a entendu, notamment dans les médias, lorsque cette affaire est survenue, on a entendu Yaka Faucon. Lorsqu'on a ce mélange juridique, politique et international, c'est parfois beaucoup plus complexe que ça. Je suis persuadé que nos échanges permettront d'entreapercevoir les éléments de complexité. Voilà. Merci beaucoup, Maître. Mon général. Oui, merci. Bonsoir à tous et merci au Cercle Droit et Liberté de donner l'occasion de discuter de ce sujet qui, à mon avis, est exactement comme vient de dire Maître Beaujour, qui est moi, je ne vais pas beaucoup vous parler de droit ce soir, mais c'est beaucoup plus qu'une... J'étais en Australie, je m'occupais de ce contrat sur la partie sécurité quand j'étais au SGDSN, et il y avait un slogan là-bas, c'était « More than submarines », c'est-à-dire que ce contrat, c'était une partie d'un partenariat stratégique. Et donc la fin de ce contrat, c'est plus aussi que la fin du contrat des sous-marins. Et donc, pour moi, c'est au-delà d'une histoire commerciale, c'est une histoire commerciale, c'est une histoire industrielle, c'est une histoire de vente d'armement, c'est une histoire juridique, mais c'est d'abord et avant tout une histoire stratégique, politique, stratégique. C'est un choix stratégique des Australiens. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est pas le même Premier ministre qui a pris le choix de choisir la solution française. On était en concurrence à l'époque avec les Allemands et les Néerlandais, qui a fait le choix de choisir une autre solution. Donc je pense que c'est ça qui est très intéressant et effectivement, on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Je pense que c'est un moment sans faire des banalités géostratégiques, mais des grandes évolutions géostratégiques d'aujourd'hui, avec une recomposition, une reconfiguration de la puissance géographique, mais aussi entre les grandes puissances. Et c'est un moment important pour la France et pour l'Europe, pour savoir, dans cette nouvelle composition géopolitique, géostratégique, comment nous, on veut se situer. Voilà. Donc, en introduction, je voulais juste rappeler un peu ce que c'était que ce contrat, mais notre animateur, l'a très bien fait. C'était quand même un contrat exceptionnel. On a dit le contrat du siècle. Donc, quand on est un peu emphatique sur des contrats, une fois qu'ils échouent, c'est un peu un mouvement retour, donc c'est toujours un peu dangereux. Mais c'était vraiment un contrat assez exceptionnel par sa durée. C'était 50 ans, ça date de 2016. Et on était à la fin d'une des premières phases de contrat. C'est très compliqué. Ce contrat était très complexe. Donc on était à la fin de la phase, donc juridiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y avait pas d'engagement juridique à aller jusqu'au bout.
Il y a un engagement politique et stratégique. Et c'est le même jour que le ministre de la Défense australien a dit « Ce que vous avez fait pour l'instant Naval Group correspond à nos besoins ». Et le même jour, les Australiens, enfin une note de l'administration du ministère de la Défense qui est arrivée en France, et le même jour, l'annonce de AUKUS. Voilà. Donc c'était évidemment un contrat par cette profondeur chronologique qui est important, par son montant, ça a été dit. Donc on était parti à 34 milliards, on finissait à 50, plus de 50, pour des tas de raisons, dont une exigence supplémentaire des Australiens en matière de cybersécurité. Et pour l'instant, ça on pourra y revenir peut-être plus tard, hein, mais pour l'instant, je regarde mes notes parce que les chiffres, il y a eu 2,3 milliards de dollars américains, US, qui ont été dépensés sur ce contrat. Et il n'y en a que environ 40% qui l'ont été pour Naval Group. Parce que comme ça a été très bien dit, c'était un contrat compliqué parce qu'il y avait Naval Group, il y avait les chantiers d'Adelaide, les chantiers australiens d'Adelaide, le gouvernement et Lockheed Martin, qui est une grande entreprise de défense américaine. Parce que les Français fournissaient la coque, en gros, et Lockheed Martin, qui est une entreprise américaine, fournissait le système de combat. Donc c'était quelque chose d'extrêmement compliqué, avec beaucoup de phases. Voilà. Donc deuxièmement, qu'est-ce qu'on donnait? Et c'est aussi un contrat exceptionnel parce qu'on vendait des sous-marins. Les sous-marins, comme ça a été très bien dit, c'est un instrument de la puissance. Et quand on vend des sous-marins, on ne peut pas vendre de sous-marins s'il n'y a pas les États qui sont impliqués. Ça ne se vend pas comme, voilà. Donc, comme tous les grands contrats d'armement. Et un sous-marin, et surtout un sous-marin nucléaire d'attaque, hein, pas un lanceur d'engins, c'est un outil de souveraineté, un outil de puissance, d'où l'importance pour les Australiens d'avoir fait le choix de la France pour se doter de cette capacité. Un sous-marin, ça sert à chasser les autres sous-marins, et ça sert à... Vous ne pouvez pas faire d'opération navale si vous n'avez pas des sous-marins en protection de votre force navale. Donc si vous regardez le Pacifique, les oppositions aujourd'hui dans le Pacifique, les risques d'affrontement dans le Pacifique, vous comprenez bien pourquoi les sous-marins sont dans cette région un atout, un asset stratégique très important. Voilà. Deuxième chose, il y a eu la crise. Donc, après cette crise, qui est une crise grave, ce n'est qu'un moment dans la configuration, comme j'ai dit, mais c'est une crise grave. La réaction des Français et du gouvernement français, évidemment, ça a été extrêmement vive. Hein. On avait, je crois, depuis très longtemps, pas rappelé nos ambassadeurs. On a rappelé nos ambassadeurs de pays alliés. On rappelle assez souvent des ambassadeurs de pays avec lesquels on est en conflit. Mais là, on n'avait jamais rappelé, de très très longtemps, je pense, notre ambassadeur aux États-Unis. En Australie, ça se comprend mieux, mais aux États-Unis. Donc ça a été vraiment une rupture de confiance très grave. Voilà. Maintenant, et on en reviendra dans la discussion, c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la fin de l'histoire. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est continuer, à mon sens, hein, c'est continuer à investir, évidemment, dans ce qu'on appelle la stratégie Indo-Pacifique de la France, qui c'est pas fini parce que l'Australie a rompu ce contrat. C'est évidemment un coup dur, mais c'est pas la fin. Et de toute façon, la France sera présente en Indo-Pacifique. Il faut évidemment, et là, Maître Beaujour est sûrement plus spécialiste que moi de la relation avec les États-Unis, mais il faut évidemment rebâtir un lien de confiance avec les États-Unis, évidemment. Et puis, c'est peut-être le moment du réveil stratégique de l'Europe. Peut-être. Au bout de combien de déconvenus, l'Europe se décidera enfin à agir. Et je pense que le moment est bienvenu. Voilà. Voilà en introduction ce que je voulais dire. Juste pour les juristes, évidemment, dans ce type de contrat, vous avez une tête de pont et vous avez très souvent un certain nombre de sous-traitants qui peuvent aussi, donc ça rajoute à la complexité, qui peuvent aussi eux-mêmes, ces sous-traitants, être de nationalités différentes, avoir leurs propres impératifs juridiques, puisqu'on est en matière d'armement avec des autorisations, pas d'autorisation. Donc vous voyez, on est véritablement dans un environnement où la complexité du contrat est maximale. Et j'ajoute, avant de m'arrêter sur ce point, que plus les chiffres sont gros dans un contrat, et plus effectivement les enjeux sont difficiles, les négociations sont complexes. Donc vous mettez tout cela en phase et vous voyez à quel point, pour ceux qui pratiqueront le droit, eh bien, lorsqu'on a face à soi ce type de contrat, ce sont non seulement des enjeux, mais surtout un investissement, un montage intellectuel
souvent complexes parce qu'il faut faire cohabiter. Il arrive que l'on cherche à faire cohabiter des règles qui, à défaut d'être conflictuelles, mais qui ne s'adaptent pas nécessairement ou qui ne se marient pas complètement et toujours. Donc voilà, c'était pour souligner la complexité donc de faire, et on le verra par la suite, la complexité de défaire. Parce que lorsqu'on défait de la même manière, lorsqu'on met un terme au contrat, eh bien, il faut détricoter de la même façon. Il y a autant de parties et d'enjeux qui sont concernés par cette défection. Merci beaucoup, Maître, mon général, pour cette excellente introduction de ce sujet. Donc, désormais, il y aura un premier temps où on va échanger autour de différents sujets, qu'ils soient géopolitiques, juridiques ou également industriels. Et puis, à la suite de cela, il y aura un échange avec le public sur ces sujets qui sera également, j'en doute pas, passionnant. Alors, on a également donc vu les difficultés que posait la rupture de ce contrat au niveau géopolitique. Comment voyez-vous la conclusion de futurs contrats stratégiques, notamment militaires, avec d'autres puissances après cette rupture brutale et cette perte, entre guillemets, de confiance, de bonne foi dans les relations que peuvent entretenir deux pays et de surcroît alliés? Oui, je pense que, juste pour finir sur l'introduction, pour rebondir sur ce que disait Maître Beaujour, on a eu une surprise, on a eu deux surprises, les Américains et le fait que les Australiens aient choisi la propulsion nucléaire. C'est quand même, si vous connaissez l'Australie, enfin le Pacifique Sud, le nucléaire et le Pacifique Sud, ça marche pas ensemble, hein. On en sait quelque chose, nous les Français, voilà. Donc ça, c'était la vraie surprise. C'était une autre surprise. Tout ça pour dire que c'était vraiment de la part de Morrison, du Premier ministre australien, vraiment un choix de se mettre sous la protection, l'alliance avec les Américains. Après, on pourra parler comment est-ce qu'on peut... Déjà, Maître Beaujour disait que le contrat était très compliqué. Si on avait commencé en 2016 et qu'on finissait en 2019... Enfin, juste pour le design, c'est extrêmement complexe. Enfin, nous, on suivait ça. Voilà. Donc, on verra dans l'avenir, mais ça ne sera pas plus simple. Et c'était un vrai transfert de souveraineté, puisque Naval Group devait transférer une bonne partie du savoir-faire stratégique. Comment on fait un sous-marin, pas nucléaire, mais comment on fait un sous-marin à l'Australie. C'était ça, et ça, au point de vue juridique et des contrats, c'était quand même extrêmement complexe. Qu'est-ce qu'on transfère, comment on le transfère, le droit de la propriété intellectuelle, etc. Voilà. Donc moi, je pense pas que ça remette en question. Donc tout le monde entier a compris. Je pense que c'était un choix politique. Donc ça remet pas en question la crédibilité industrielle de Naval Group. Voilà. Ces grands contrats d'armement sont forcément des contrats politiques. Forcément. Il faut avoir un bon produit à vendre. Si vous n'avez pas de bon produit, il faut avoir un produit à vendre déjà. Et donc, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont des produits à vendre. On parle des sous-marins, on parle aussi beaucoup dans les produits extrêmement compliqués, les avions de chasse, le Rafale. Il n'y a pas beaucoup de pays qui offrent ça. Donc, je pense que ni la crédibilité de l'État français, ni la crédibilité de Naval Group n'est en question dans cette rupture de contrat. C'est vraiment un choix des Australiens qui... C'est une certaine anxiété stratégique chez les Australiens qui ont fait ce choix, mais assez traditionnel chez eux, de s'allier vraiment, mettre sous la coupe, je ne sais pas, mais en tout cas d'être assez dépendant des États-Unis. Voilà. Donc je ne pense pas que ça remette en question Et d'ailleurs, depuis, il y a eu des contrats qui ont été signés, des grands contrats d'armement qui ont été signés. Les partenariats stratégiques, on avait un partenariat stratégique avec l'Australie, évidemment, il a disparu. Un partenariat stratégique, c'est pas une alliance, c'est de dire avec un autre pays, on partage assez de valeurs et surtout d'intérêts pour avoir un niveau élevé d'échange, de coopération concrète, hein, là, de la vente d'armement, de coopération entre les forces de défense, coopération économique, coopération juridique, coopération de sécurité, coopération de lutte contre le terrorisme, etc. On a un niveau de confiance assez élevé pour établir ce partenariat stratégique. Donc la France a des partenariats stratégiques dans la zone avec d'autres pays, avec l'Inde, c'est pas exactement la zone, mais avec les Émirats arabes unis, etc. C'est pas une alliance, c'est un partenariat stratégique. Voilà.
Et donc, moi, je pense que ça ne remet pas en cause les futurs partenaires stratégiques ni les futurs grands contrats d'armement, qui de toute façon sont toujours extrêmement durs et compliqués à aller chercher. Voilà. Je vais compléter ce qui vient d'être dit sur le plan parfaitement tactique et que je partage par deux aspects à la fois juridiques et politiques. Sur le plan juridique, est-ce que la rupture d'un contrat, aussi énorme soit-il, peut-il justifier de terminer ou d'avoir un impact sur d'autres contrats? La réponse est évidemment non, dès lors qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le contrat australo-français et un contrat tiers. Donc, juridiquement parlant, on ne peut pas prendre prétexte, une partie ne pourrait pas prendre prétexte de l'échec de ce contrat pour pouvoir, de son côté, mettre un terme ou modifier ses obligations à l'égard d'un autre contrat. Donc, pour répondre strictement sur le plan juridique à votre question, cet échec ne peut pas avoir de conséquences directes, je dis bien directes, dès lors qu'il n'y aurait pas de lien de justification pour pouvoir mettre un terme à ce contrat. Sauf si, par exemple, ça portait sur un même produit et qu'il y avait une défaillance du produit, etc., qui pourrait être invoquée par un tiers. Mais là, on n'est pas dans cette hypothèse. Donc, juridiquement, directement, non. Politiquement, est-ce que sur l'échec du contrat franco-australien peut avoir un impact? Je pense que le général l'a dit. La zone Indo-Pacifique est importante. Vous savez que l'Inde, par exemple, est en train de se remuscler sur le plan de son équipement militaire et nous sommes un partenaire important des Indiens, ne serait-ce que des Indiens dont on sait qu'ils sont eux-mêmes stratégiquement, ils sont dans une relation extrêmement tendue avec le Pakistan. Et qui dit Pakistan, dit l'Afghanistan, dit toute la région. Donc, le gouvernement français a tout intérêt aujourd'hui à être à l'appui, à la fois sur le plan purement commercial, parce que ce sont des enjeux colossaux avec des emplois derrière qui sont importants. Ce sont des produits dont on voit bien le prestige, parce que c'est aussi une vitrine pour nous. Et puis l'Inde qui est en train de construire son arsenal ou remuscler son arsenal, son équipement militaire, a des besoins énormes. C'est une population, le pays fait plus de 1 milliard d'habitants, donc est en pleine reconstruction sur le plan militaire. Donc c'est un marché sensible pour nous. L'Inde a une position, je l'ai dit, géostratégique importante pour nous et pour l'Europe vis-à-vis de la zone, cette zone de l'Asie. Donc pour toutes ces raisons, je ne pense pas que ça mettra un terme à nos discussions. J'ajoute aussi une chose, c'est que la relation, nous n'avons pas intérêt, et là je m'exprime au-delà d'être avocat, mais en tant que Français, nous n'avons pas intérêt à considérer cet échec comme un échec définitif parce que nous avons une présence française à défendre dans le Pacifique. Et j'assume de dire que l'indifférence que l'on peut percevoir dans l'élite politique aujourd'hui sur la question de la possible indépendance de la Nouvelle-Calédonie m'inquiète parce que notre présence est importante et le fait que la Nouvelle-Calédonie reste ou ne soit pas française peut avoir un impact sur notre présence géostratégique dans le Pacifique. Donc il y a vraiment un enjeu. J'en aurai sur cette question des contrats un dernier conseil pratique pour ceux d'entre vous qui participeraient ou qui seraient acteurs sur ce type de contrat. On voit bien comment, au-delà de la question juridique, il y a la communication qu'il peut y avoir autour à la fois des parties et de leurs conseils. Lorsqu'il y a une rupture, il y a une bataille, des mots, il y a une bataille de communication. Et j'invite ceux et celles de vous qui seront des juristes professionnels à ne pas négliger l'accompagnement de vos clients sur cet aspect de communication, parce que même si la communication n'engage pas juridiquement de manière très forte, vous savez, lors des procédures, parce qu'on parle de batailles qui sont sévères, les déclarations sont importantes, ce que dit un client, ce que vous dites au nom de votre client, les motifs que vous invoquez seront repris devant un tribunal arbitral ou étatique,
quelle qu'en soit après la force juridique qu'on peut lui donner, mais en tout cas, ça sera un élément qui sera toujours versé au dossier. Donc, ne négligez pas l'aspect purement, la communication lorsque vous accompagnez un de vos clients sur ces dossiers. Merci beaucoup. Alors, pour continuer sur cette lancée un peu juridique des contrats, comment ça peut se passer en cas justement de rupture unilatérale d'un de ces contrats? Quelles sont les sanctions de cette rupture? On passe par un tribunal arbitral, comme vous l'avez dit, ou est-ce qu'on passe par autre chose, étant donné que ce sont des États souverains? Comment est-ce que les personnes privées peuvent se défendre face à une telle rupture unilatérale? Conseil d'État face Non, mais on va peut-être compléter nos réponses. Je pense que il y a une hypothèse, parce qu'évidemment, on vient de dire, et c'est presque une lapalissade de dire que ce type de contrat, chaque ligne est négociée, est négociable, est négociée et doit être négociée. C'est-à-dire la clause gestion des litiges est forcément une clause importante. Alors, mais ça n'arrive pas sur ces très gros contrats, mais il vaut mieux que ce soit dit, surtout qu'il y a de jeunes professionnels ou des étudiants ici. C'est que très souvent, dans la culture française, on a tendance à considérer la clause de litige comme le professionnel qui est un empêcheur de tourner en rond. Il pense déjà au divorce alors qu'on n'est même pas encore marié. Et mon réflexe de juriste international, c'est de dire attention, justement, soyez suffisamment ferme avec vos clients pour avoir le temps de négocier la clause de litige, parce que la vie étant ce qu'elle est, vous vous mariez aujourd'hui, ben vous pouvez être amené à divorcer. Ça n'est pas quelque chose d'impensable. Et ça n'est pas parce qu'on organise le divorce que l'on ne va pas se marier. C'est important parce que dans notre culture juridique, dans notre culture française, on a tendance à reléguer le juriste, lorsqu'en plus on est les opérationnels très souvent, quand ils ont, ou l'équipe en charge de négocier, même quand ce sont des avocats comme vous, ils ont négocié l'essentiel du contrat, et puis vous, suivant que vous ayez une spécialité en contentieux, vous insistez pour voir un certain nombre de choses. Et on a tendance à vous dire, vous n'allez quand même pas faire capoter le truc parce que tel veut pas ci ou veut pas cela. Et ça, c'est ma première recommandation. Oui, dans les contrats, il y a des clauses de litige, et surtout dans ces contrats-là, il y a des clauses en principe bien charpentées. Première chose. Deuxième chose, vous avez une partie, vous avez une partie qui est un État. Généralement, un État, il va vous dire, bon ben moi, je voudrais que mon droit soit applicable, que ça se passe chez moi. Voilà, clause de proximité. Quand vous avez deux États ou quand vous avez une personne privée, la personne privée vous dit, oh là là, mais un État, lui, il est souverain, et donc je veux quand même me protéger. Donc comment est-ce que ça se passe? Vous avez deux ou trois possibilités. Tout d'abord, vous négociez. Donc je viens de dire vous négociez, donc c'est en fonction de ce qu'on est en mesure de vous imposer ou ce que vous êtes en mesure de réclamer. Donc c'est votre poids en matière, c'est votre bargaining power, votre capacité à imposer votre point de vue qui est importante. Mais la première des choses, il y a deux éléments à regarder. La juridiction ou le mode de résolution. Est-ce qu'on va devant un tribunal arbitral? Est-ce qu'on va devant une juridiction nationale tiers? Pourquoi pas? Mais en tout état de cause, sur ce type de contrat, c'est le recours à l'arbitrage. Et là, vous avez un travail de réflexion à faire sur le centre d'arbitrage. Généralement, nous avons des arbitrages ICC, mais il n'y a pas que les arbitrages ICC. Vous avez AAA américains, vous avez d'autres arbitrages, vous avez des arbitrages chinois. De plus en plus dans les dossiers, la Chine, très souvent, réclame que ce soit son centre d'arbitrage qui gère le contentieux quand il y a une partie chinoise. Donc, vous avez comme ça à réfléchir sur le centre d'arbitrage, sur la méthode qui est retenue, et éventuellement, si dans votre choix d'arbitrage, il n'y a pas d'imposer directement la loi applicable, à réfléchir à la loi applicable que vous avez. Donc, vous avez véritablement trois facteurs: négociation de la clause, choix de l'arbitrage ou pas, et troisièmement, la loi qui va être applicable à votre contentieux. Alors, d'un point de vue pratique, c'est vraiment théorique, parce qu'après, c'est pour ça que ces contrats étant complexes, il faut regarder vraiment à la loupe
si telle ou telle législation, telle ou telle situation doit être gérée par telle ou telle règle. Donc on voyez bien que pour des contrats de ce type, il y a vraiment un travail à faire sur la clause de résolution des litiges, et il ne faut pas faire l'impasse sur la clause de résolution des litiges. Pourquoi ? Parce que très souvent, et ça peut venir, y compris d'un État, je sais, mon général, que le ministre de la Défense, évidemment, c'est un contrat politique, on est trop content, il y a un déplacement présidentiel ou ministériel de premier plan, surtout que les responsables politiques français ne vont pas très souvent en Australie, donc on va faire une annonce, on va dire, ça y est, c'est fait. Une fois que c'est fait, le politique vous dise, maintenant que le gouvernement a annoncé, débrouillez-vous pour qu'on puisse véritablement conclure, parce que très souvent les contrats ne sont pas complètement signés ou on n'a pas complètement terminé de négocier. Et c'est là où il faut être extrêmement attentif, parce qu'on a d'un côté les acteurs au contrat, les parties au contrat qui vont vous dire on veut aboutir, et le risque peut être de faire l'impasse, mais il n'y a pas que sur la clause de résolution des litiges, mais parfois c'est ailleurs, hein, c'est de faire l'impasse sur certaines clauses, en quelque sorte vous dites je laisse tomber ceci parce que je veux absolument signer. Et c'est là où il faut être attentif sur ce que vous allez accepter. Pourquoi ? Parce que précisément, lorsque vous avez un contentieux, et le général me confortera là-dessus, vous savez, les parties en face, elles vont vous opposer le droit ou l'absence de règles sur tel ou tel aspect du contrat ou du contentieux, et là, vous regretterez de n'avoir pas été insistant sur soit la règle, soit les conditions, etc., etc. Donc c'est vrai que j'ai souvent ce constat, c'est de dire aux professionnels ou aux clients, ne faites jamais l'impasse sur cette partie-là, parce que à l'opposé, en face, et on verra dans le contrat qu'on a, dans quelles conditions ça a été rompu, quels sont les éléments qu'il y aura au dossier. Il est encore trop tôt pour le dire, parce que pour l'instant, on a fait beaucoup de communication, et puis on n'a pas accès aux documents, et là, il faut véritablement voir sur pièce. Mais ce qu'il faut tirer comme enseignement, c'est qu'effectivement, même lorsque vous avez un arbitrage, vous choisissez l'arbitrage, et moi je recommande évidemment, c'est l'arbitrage, je prêche pour la place de Paris, l'arbitrage ICC qu'on recommande, mais vous avez les arbitrages suisses, américains, etc., je l'ai dit. En tout état de cause, veillez à regarder de manière assez précise les modes, les éléments qui vont constituer le règlement alternatif du contentieux, étant entendu que nous ne sommes pas sur le contentieux de l'investissement, parce qu'il y a des arbitrages spécifiques pour le contentieux, tel que pour le contentieux de l'investissement, grands chantiers d'investissement. Oui, je vais juste pas continuer sur le terrain juridique, mais juste dire que quand il y a des contrats comme celui-là, il y a un accord qui est au-delà d'un contrat, il y a toujours un accord qu'on appelle accord intergouvernemental, qui est comme son nom l'indique, un accord gouvernemental qu'il faut négocier âprement, exactement comme le contrat, et notamment aussi sur ces questions et si le contrat n'aboutit pas, etc. Et dans cette AIG, cet accord intergouvernemental, on traite notamment les questions surtout pour un contrat comme celui-là, de transfert de savoir-faire et de données stratégiques confidentielles. Il y a des choses qui appartiennent à l'entreprise, et il y a des choses que l'État regarde que l'entreprise donne ou pas. Parce que le sous-marin qu'on devait vendre aux Australiens, c'est un sous-marin adapté d'un de nos sous-marins, de notre dernière classe de sous-marins, on l'appelle le Barracuda, qui est chez nous nucléaire. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on aurait très bien pu, si les Australiens nous avaient demandé, on aurait pu étudier et leur donner un sous-marin nucléaire. Donc c'est vraiment pas une question industrielle, c'est vraiment une question politique et stratégique. Donc dans cette AIG, il y a toutes ces questions de transfert de données confidentielles et comment on protège ça. Et comment on fait en sorte que les données qu'on transfère, elles ne soient pas, une fois arrivées en Australie, hackées par d'autres puissances de la zone. Voilà. Donc ça l'encadrement juridique, il est aussi entre les États. Et s'il n'y a pas d'AIG, cet accord, il n'y a pas de contrat. Alors c'est vrai qu'on a la pression politique pour que rapidement l'AIG signe, mais comme l'AIG signe entre ministres, ils reprennent d'emblée la pression qu'ils ont mis. Voilà. Il y a cette voilà. Et juste pour dire sur ce contrat-là, donc il va y avoir
ne sait pas du tout aujourd'hui comment ça va évoluer, mais il y a toute une opération qui a commencé de débouclage. C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà transféré, a priori non, mais des savoir-faire ou des données qu'on veut rapatrier? Est-ce que tout ce qu'on leur a donné, parce qu'on a donné un core design, enfin, on a donné quand même de la matière aux Australiens, qui est propriétaire de cela? Une fois qu'on l'a vendu aux Australiens, est-ce qu'on le récupère si le contrat est... Voilà. Donc ça c'est des questions importantes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais les Australiens, le Premier ministre australien a signé un papier hier, lundi, avec les Américains et les Britanniques, qui dit « Nous allons échanger de l'information confidentielle sur nos sous-marins ». C'est la première, parce que c'est la première étape de contrat comme ça, et ça c'est un contrat c'est pas un contrat, c'est un accord signé entre gouvernements, pas entre industriels. D'ailleurs, je ne sais pas quel industriel va fournir les sous-marins aux Australiens. Ajouter également, pour compléter nos propos, il y a aussi une technique lorsque vous avez à gérer des contrats comme cela, parce que, évidemment, dans l'hypothèse présente, on est arrivé à une rupture unilatérale, et d'ailleurs, qu'elle soit unilatérale, qu'elle soit d'un commun accord, mais en tout cas d'une rupture de contrat. Il y a une technique qui consiste à mettre bien en amont ce qu'on appelle les dispute boards, qui est en fait un organisme souvent composé de juristes et d'opérationnels qui ont pour mission de en quelque sorte dénouer les points de conflit, les points de divergence dans l'exécution du contrat, pour éviter qu'on en arrive à une rupture définitive du contrat. Donc ça aussi, et finalement on n'a pas besoin, donc cette recommandation que je pourrais donner, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être dans des contrats à 50 milliards, mais même pour des contrats beaucoup plus modestes, on peut très bien prévoir dans ce contrat qu'il y a une petite équipe en charge de filtrer ou en tout cas d'examiner les recours, les différends qu'il peut y avoir dans l'exécution du contrat, de les déminer, de permettre au contrat de se prolonger. J'ajoute de vivre normalement. Parce qu'en effet, quels que soient les contentieux, et on le voit bien, y compris dans ce contrat qui est énorme, c'est que très souvent, on arrive à une rupture. Alors là, il y a des raisons politiques évidentes, mais il n'y a pas, c'est pas qu'une question politique. Il y a probablement eu, dans l'exécution du contrat, un certain nombre de points de divergence qui ont facilité ou qui ont conduit à cette rupture générale, ou qui ont donné motif à rupture, ou qui ont créé ce terrain défavorable. Donc, l'idée pour vous autres juristes, professionnels, évidemment, c'est de régler le contentieux, mais n'oubliez jamais la prévention du contentieux. Le fait qu'il y ait un différend entre parties, la vie sans conflit n'existe pas. C'est une hérésie que de penser que depuis la nuit des temps, entre toutes personnes, depuis au berceau, vous avez des conflits. Et c'est normal, c'est l'expression individuelle qui se matérialise. Donc, on ne peut pas imaginer une vie sans conflit. Et précisément, la recommandation pour le juriste, c'est de normaliser le conflit pour pouvoir travailler à sa prévention. C'est parce que vous allez considérer qu'un conflit est normal que vous allez mieux anticiper ou mieux réfléchir à la manière de le prévenir. Et donc, le mécanisme des dispute boards est une très bonne chose parce que dans un contrat qui dure, par exemple, 50 ans, le nombre de documents qui s'échangent, le nombre d'informations qui s'échangent, nous aurions pu avoir un contentieux 10 ou 15 ans après le démarrage du contrat. Lorsqu'on vous demande, lorsque, en tant que juriste ou en tant que même opérationnel, vous devez retrouver les échanges sur 10 ou 15 ans, c'est énorme et c'est là où effectivement les parties ne peuvent pas parce que l'information n'a pas circulé ou qu'on n'a plus les documents. D'où l'intérêt de la prévention et des dispute boards parce que ça permet d'éliminer un certain nombre de points de tension assez rapidement et ça augmente les chances de succès du contrat. Alors merci pour voguer cette fois vers des éléments un peu plus géostratégiques et géopolitiques. Les commentateurs ont beaucoup parlé de la nouvelle stratégie Global Britain du Royaume-Uni, également du pivot vers l'Asie des États-Unis qui a été opéré dans cette zone Indo-Pacifique. Comment est-ce que vous voyez l'un et l'autre
la recomposition du jeu diplomatique dans cette zone qui s'avère être de plus en plus critique sur le globe. Oui, donc comme je le disais un peu tout à l'heure, alors je vais surtout parler des États-Unis et puis de nous. Global Britain, on va attendre que ça se réalise. L'Indo-Pacifique, alors d'abord, comme vous le disiez, on est la seule nation riveraine du Pacifique en Europe. On a quand même, alors on l'oublie peut-être un peu trop, et ça c'est vrai, on a 2 millions de Français au Pacifique, on a des territoires, on a 9 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives, on a 8000 militaires déployés, on a très souvent on avait envoyé il y a peu un SNA dans l'Indo-Pacifique, etc. Donc on est une nation du Pacifique, on n'est pas, voilà. L'Indo-Pacifique, ça ne se résumait pas à le contrat avec l'Australie. C'était une pierre importante, mais ça ne se résumait pas à ça. On dit Indo-Pacifique. On a parlé de l'Inde beaucoup. Je pense qu'on a un partenariat stratégique avec l'Inde, donc qui n'est pas, lui, mis à mal. Dans toute la partie de l'océan Indien, entre les ambitions maritimes des Pakistanais, le détroit, les Iraniens sur le détroit d'Ormuz, etc., etc. Donc l'Indo-Pacifique ne se résume pas non plus au Pacifique. Et donc, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est continuer, je pense. C'est pas nouveau, hein. Il y a eu l'acte fondateur de la stratégie Indo-Pacifique, c'était le discours du président Macron en Australie, à Garden Island, ce qui est un peu cruel, mais c'est comme ça. Voilà. Mais c'est pas nouveau, et ça se bascule de la puissance de l'Atlantique vers le Pacifique. C'est une banalité, et évidemment que la France est bien placée pour l'accompagner. Elle est bien placée pour l'accompagner, justement, parce qu'elle est riveraine. Et elle est bien placée pour l'accompagner. Alors, pourquoi est-ce qu'on a intérêt, nous, à être dans le Pacifique, au-delà d'être présent dans cette compétition mondiale? Bon, évidemment, parce que c'est une région économiquement, démographiquement, stratégiquement, militairement, qui est déjà le centre de puissance du monde. Donc évidemment, il faut y être. Et ce qu'on y défend, nous, c'est nos intérêts souverains, nos populations, nos territoires, exactement comme on fait de notre territoire en France, enfin en métropole, parce que c'est la France. Hein. Et on est aussi très engagé c'est pour ça que les sous-marins étaient importants, sur la liberté de la circulation maritime. Le Pacifique, par définition, c'est un lieu d'échange. C'est le lieu majeur des échanges à venir. Et vous savez qu'il y a certains grands pays, dont la Chine, qui contestent le monde tel que nous l'avions bâti, avec cette liberté, ce droit de la mer et cette liberté de circulation, notamment dans les détroits. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du droit des détroits, mais s'il y a des spécialistes du droit des détroits, c'est quelque chose de très, très, très compliqué, le droit des détroits. Parce que vous avez des eaux que territoriales avec des droits de passage internationaux. Donc c'est un droit assez particulier, le droit des détroits. Voilà. Donc il faut être dans l'Indo-Pacifique. On a eu une mauvaise nouvelle avec cette affaire australienne, mais la France continuera à s'investir, certainement, de toute façon elle ne peut pas faire autrement, à s'investir en proposant une troisième voie, si on peut dire. C'est pas les non-alignés, mais la France et l'Europe. Parce que la France toute seule, et d'ailleurs c'était assez étrange, parce que juste après la signature du partenariat AUKUS, là, l'Union européenne a sorti sa stratégie Indo-Pacifique, très tirée, influencée par la France. Donc la France et l'Europe resteront pour essayer de proposer une voie alternative entre le conflit, l'opposition qui peut dégénérer en conflit et qui peut dégénérer en conflit militaire aujourd'hui entre les deux grandes puissances. Et si vous équilibrez avec la France et l'Europe, vous pouvez proposer, en tout cas c'est notre intérêt et c'est notre volonté de proposer une voie alternative, qui ne soit pas une voie d'opposition et une voie de bloc contre bloc. On l'a connu dans le passé, et donc je pense que vraiment ce que peut proposer l'Europe, ce que peut proposer la France, c'est ça, à condition qu'elle ait la volonté de le faire. Évidemment, aujourd'hui, tous les pays de la région sont entre et l'Australie a fait un choix, est-ce que je me range dans un camp contre l'autre,
ou est-ce que j'évite le piège de cet affrontement bloc contre bloc? Et les grands pays de la région font des choix différents, entre le Japon, Singapour, etc. Et donc, il y a une écoute dans ces pays, et plus qu'une écoute, de ce que propose la France et ce que propose l'Europe dans cette région. Donc c'est pour ça que je pense que, je disais tout à l'heure qu'on est à un moment d'un peu de vérité, mais c'est exactement ça. Est-ce qu'on va ranger dans un bloc, et sur dans un bloc, évidemment qu'on se rangera dans le camp des États-Unis, ou est-ce qu'on est assez fort, on est assez attractif, on a assez de force de proposition, mais appuyé sur des réalités et des capacités, pour qu'il y ait une troisième voie et que ce ne soit pas la montée aux extrêmes, comme certains craignent. Et juste pour finir, on n'est pas à équidistance entre les deux blocs. Si on bascule, on basculera. On sait de quel côté on va basculer. On basculera évidemment du côté des Américains. Mais je crois que c'est pas du tout la volonté la vocation de la France de se ranger comme ça derrière quelqu'un. On est alliés, on peut être alliés, mais on propose autre chose et on propose autre chose avec l'Europe. Et je pense que ça a un écho, c'est entendu, mais c'est une œuvre, encore une fois, de longue haleine. Mais moi, je suis persuadé qu'on peut très bien y arriver et que beaucoup de pays de la région souhaitent une voie comme celle-là. Pourquoi est-ce que nous avons intérêt à être présents dans la zone Indo-Pacifique? Très souvent, vous savez, lorsqu'on parle de géopolitique, on a le sentiment, où l'homme de la rue peut avoir le sentiment que tout ça est très loin, que ça ne nous concerne pas. Le général vient de faire remarquer que la géopolitique, notamment celle du Pacifique, nous concerne à plusieurs titres, y compris sur le plan domestique. Si nous ne sécurisons pas nos approvisionnements, parce que nous avons des routes maritimes qui sont évidentes, si nous ne sécurisons pas nos approvisionnements, vous voyez bien à quel point nous pouvons avoir des problèmes directement en France. Approvisionnement en énergie, approvisionnement en matières premières, y compris en important ou en exportant. Donc on voit bien que ça peut avoir une conséquence en termes de capacité en tant que telle. Ensuite, en termes de coûts, si nous ne sommes pas présents ou si les acteurs qui sont présents sont seuls ceux qui peuvent nous imposer leurs tarifs, ça peut aussi nous poser problème. L'augmentation du fret est un vrai sujet aujourd'hui, qui passe encore inaperçu dans l'opinion publique, mais on commence à avoir une répercussion sur les prix de nos produits. Donc, ne serait-ce que là-dessus. Autre élément d'intérêt de la zone. Nous avons, on l'a dit, la France est la deuxième puissance maritime du monde. Avec les grands défis environnementaux qui nous attendent, nous aurons besoin de ressources halieutiques, nous aurons besoin de nos fonds marins, nous avons un ardent besoin de cette puissance, de ce que nous apporte cette puissance maritime. Alors peut-être qu'on ne le voit pas aujourd'hui, mais si nous laissons passer le train, lorsqu'on le verra, il sera trop tard. Et on pourrait parler toute une soirée d'éléments comme ça qu'on a abandonnés, d'éléments de souveraineté, parce qu'il y va de la souveraineté de la France, des éléments de souveraineté qu'on a laissé passer et qu'on n'est pas prêt de retrouver. Donc oui, nous avons un intérêt à rester dans la zone Indo-Pacifique, à être présent dans la zone Indo-Pacifique. Alors après, comment, sous quelle forme? Effectivement, le général l'a dit, c'est plus compliqué, ça suppose des discussions d'amis, d'alliés, mais en même temps de rivaux. Mais dans l'esprit ou dans la vision que nous devons avoir, nous ne pouvons pas être absents. J'ajoute que lorsqu'on parle du Pacifique, bien sûr, on voit les pays d'Asie, mais n'oublions pas que le Pacifique, ce sont aussi les côtes pacifiques de l'Amérique. Le Pacifique, quand on descend le Pacifique, c'est aussi toutes les côtes pacifiques de l'Amérique latine. Donc l'absence, et qui sont des pays qui sont plutôt sensibles à l'influence, en tout cas à la présence militaire, la présence politique française, au même titre que les États-Unis, même si les États-Unis sont de plus en plus présents. Donc on voit bien que si nous ne sommes pas présents dans la zone Indo-Pacifique sous une forme ou sous une autre qui reste encore à affiner, eh bien c'est laisser la place à tout d'abord les États-Unis ou au pire des cas à la Chine et aux États-Unis. Mais être absent
ça risque de nous coûter en termes, je disais, de souveraineté, en termes économiques, en termes d'influence politique. Et donc, ce sont autant d'éléments qui peuvent avoir une influence sur notre quotidien. Donc, la géopolitique n'est jamais très éloignée des problèmes domestiques que l'on peut avoir. Et lorsqu'on disait stabilité dans la zone Pakistan, Afghanistan, etc., vous voyez bien que les problèmes qui existent dans cette région peut avoir, puisqu'on a parlé très concrètement, hein, on voit l'influence politique que cela peut avoir pour nos pays, et donc on ne peut pas rester indifférent à la stabilité nécessaire dans la zone. Donc être présent, c'est aussi contribuer ou s'assurer de la stabilité en termes de sécurité dans la zone pour éviter des problèmes à rebours pour nous. Merci beaucoup, Maître. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions du public. Alors voilà, n'hésitez pas à lever la main. Oui, on va faire circuler un micro. Merci. Voilà. Alors, une question juridique pour Maître Beaujour et une question stratégique pour le général de Voimont. Donc, Maître, une question fondamentale. En fin de compte, d'après les critères que vous avez évoqués tout à l'heure, donc le droit applicable à ce contrat, les termes du contrat, les clauses, etc., tout simplement, est-ce que juridiquement parlant, il y a eu ou pas une violation du droit par l'Australie? Ou est-ce qu'on est davantage du domaine d'une violation de la courtoisie internationale, mais sans véritablement atteinte au droit? Comme vous êtes jeune juriste, je vous répondrai tout simplement, je ne sais pas. Nous ne faisons pas ici, on parle en juriste, on ne parle pas en politique, on ne parle pas en acteur du contrat. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas eu accès au dossier, donc c'est souvent ce que je recommande à mes confrères de répondre. Il y a des moments où on ne fait pas de politique, on ne fait pas de communication, là on se répond vraiment techniquement. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que pour pouvoir dire s'il y a une violation du contrat, il faut qu'on vous rapporte des faits avérés, et il faut que ces faits avérés emportent violation d'un document que vous allez consulter. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que je ne sais pas, et personne dans cette salle n'est capable de vous dire qu'il y a de manière avérée. Vous savez, il faut beaucoup se méfier de cela parce qu'on est souvent interrogé sur des dossiers comme ça, y compris en général sur un plateau de télévision, on vous dit donnez votre point de vue. Je dis mais moi je trouve toujours sidérant que les gens puissent dire il y a eu telle chose ou telle chose, surtout s'ils n'avaient pas eu accès au dossier. Donc je n'ai pas eu accès au dossier. En revanche, je comprends que lorsqu'une partie, et donc chaque partie dans ce type de dossier, et c'est la raison pour laquelle il faut être prudent lorsqu'on est acteur, et que je vous dis, vous en tant que conseil, il faut que vous soyez prudent, c'est que il est évident que vous allez clamer une violation du contrat parce que votre client, vous allez déjà recevoir une lettre de rupture, on va vous dire, vous rompez. Donc c'est tactiquement, en termes de communication, je comprends que l'on puisse dire violation du contrat, c'est une rupture unilatérale, vous ne m'avez pas déclaré que, c'est de bonne guerre. Après, ça n'est que lorsque vous allez regarder le dossier de plus près que vous pourrez dire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais il faut faire très attention à ce que vous pouvez déclarer, parce que si vous déclarez vos déclarations, même si juridiquement elles ont une valeur qui est discutable, elles ne sont pas nécessairement engageantes, mais il faut faire très attention à ce que vous allez déclarer au moment où vous allez soit vous émouvoir, ou soit vous allez prétendre comme acteur ou comme conseil d'un fait qui ne sera, tant qu'il n'est pas prouvé, qu'allégué. Merci, Maître. Ma question pour le général, point de vue stratégique maintenant, on peut tout à fait comprendre que finalement, pour des raisons stratégiques, de puissance militaire, de confiance peut-être aussi, l'Australie ait finalement choisi de tourner le dos à la France et de se tourner vers les États-Unis. Mais on a pu accuser dans la presse Scott Morrison d'avoir su qu'il allait rompre le contrat unilatéralement et pendant longtemps de ne pas l'avoir dit à la partie française en lui faisant croire que le contrat allait se poursuivre. Est-ce que cette critique est justifiée et selon vous? Et si oui, est-ce que là aussi il y a un choix stratégique derrière le fait d'avoir voulu faire croire plus longtemps à la France
que le contrat allait perdurer? Si oui, donc ce serait quoi ce choix stratégique? Qu'est-ce qu'il expliquerait? Bien, comme j'ai un excellent conseil, je dirais je ne sais pas. Non, bon, là c'est une guerre de déclarations entre nos dirigeants. Moi, je pense honnêtement qu'on a été surpris. On a été surpris. Alors, bien sûr, un contrat comme ça est extrêmement complexe. Quand vous regardez dans la presse australienne, il y avait une partie des Australiens qui étaient contre ce contrat. Mais on a aussi un contrat important sur les hélicoptères. Une partie de la presse australienne était opposée. Parce qu'il y a des dérives de coûts, mais les dérives de coûts, elles sont... Enfin bon, on ne va pas faire le procès mais voilà. Donc, mais non, ça a été une vraie surprise. Je pense que ça a été une vraie surprise. D'ailleurs... Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous ne pouvez pas arriver à un contrat, à un partenariat, une alliance, je ne sais pas comment on peut dire, un accord, comme AUKUS, sans le préparer un peu. Ça, c'est pas le 15 septembre que le président Biden, Morrison et Johnson sont appelés et disent tiens, on va faire une... Donc ça se prépare. Ça, c'est certain. Voilà. Maintenant, les États, encore une fois, c'est un choix... c'est inélégant. Je pense que c'est vu du côté français et du côté européen, c'est une erreur. Certains Australiens le disent. Maintenant, c'est le choix souverain de l'Australie. Mais évidemment, quelque chose comme ça se fait pas. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, évidemment que Morrison, depuis longtemps, savait qu'il avait autorisé peut-être juste des gens à travailler là-dessus. Ouais. Mais après tout, même ça, les grands chefs ou les grands dirigeants, ils ont en général plusieurs options. Vraiment, voilà. Mais ça a été c'est un choc et c'est une rupture grave de confiance entre alliés. Et notre différence des Australiens avec les Américains, c'est qu'on est alliés avec les Américains. On est une alliance. On est dans l'OTAN avec les Américains. Et ça, c'est une alliance militaire qui dit si l'un est agressé, l'autre intervient à son profit. Ce qui est quand même, alors ça aussi, les Français le savent sans doute pas, mais c'est très engageant. C'est très engageant. Militairement. Et quand on s'engage militairement, c'est tout pays qui peut s'engager. Donc la vraie question aujourd'hui, elle est, mais si vous suivez l'actualité un peu, c'est de rebâtir le lien de confiance avec les Américains, avec le président Biden, qui a reconnu qu'il avait été maladroit. C'est reconnu dans la presse. Bon, maladroit. Il s'est pas excusé, mais maladroit. Voilà. C'était maladroit. Oui, c'était au moins maladroit. Oui. Voilà, mais bon, encore une fois, je pense que ce qu'il faut, c'est dans ces cas comme ça, évidemment, c'est transformer la crise en opportunité. Et si vous regardez un peu les déclarations, alors c'est une déclaration, c'est pas un accord, c'est pas une déclaration entre le président Macron et le président Biden. Il y a eu des avancées dans les mots, mais on peut penser que quand deux présidents prennent des engagements, c'est suivi des faits, notamment sur la défense européenne. Sur la nécessité d'une défense européenne, sur la nécessité d'une industrie de défense européenne, sur la nécessité de capacités européennes comme complémentaire de l'OTAN, etc. Et alors ça concerne directement une question juridique, d'engager des discussions entre les deux pays sur la réglementation ITAR. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'ITAR. C'est un moyen, enfin du point de vue des États-Unis, quand vous avez un composant dans un armement qui est essentiel, enfin important et qui est vendu par les États-Unis et que vous intégrez dans un autre produit, eh bien, la réglementation ITAR peut vous empêcher d'exporter ce canon complet si les Américains disent cette pièce-là, je ne veux pas qu'elle soit ma pièce, qu'elle aille dans tel pays. Voilà. C'est ça la règle, en gros. Hein. Je suis sans doute un peu caricatural, mais c'est ça la réglementation ITAR. Et évidemment, c'est un moyen pour les États-Unis de protéger leur industrie, mais c'est aussi un moyen commercial. C'est un moyen de guerre commerciale. Et donc là, pour la première fois là aussi, c'est dans les déclarations, ça va prendre des années, mais les Américains ont accepté de discuter de ça avec la France, voire avec l'Union européenne. Et ça c'est très important. Voilà. Donc il faut essayer d'engranger des avancées au moins déclaratives pour réparer l'affront, parce que c'est un affront quand même qui a été fait à la France, qui est quand même un des alliés, et en point de vue militaire, un des alliés les plus fiables des États-Unis. Et voilà. Donc voilà ce que je peux répondre.
pendant que le micro circule, juste pour ajouter une chose, puisqu'on est à la fac de droit et qu'il y a un enseignement à tirer, le général Boimo a bien dit, a parlé de crise de confiance à minima. Sauf qu'attention, une crise de confiance n'est pas forcément une violation de contrat. Vous avez une obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats. Pour autant, vous pouvez avoir effectivement une crise de confiance, vous pouvez avoir une mauvaise manière sur le plan politique. Politiquement, on peut, et effectivement, il n'y a pas de discussion, enfin, il y a très peu de discussion, puisqu'on voit bien qu'il y a eu des échanges jusqu'à la dernière minute avant que les responsables gouvernementaux français ne la prennent. Effectivement, ça ne s'est pas faire, vous ne rompez pas un contrat, vous ne mettez pas un terme à un contrat de 50 milliards, comme ça, sur un coup de tête. Et ça ne peut pas être décidé par un sous-chef de bureau. C'est forcément venu au plus haut niveau, et au plus haut niveau, on a gardé le silence. Donc, pour autant, c'est pour ça que c'est important, quand vous me posiez la question et je vous disais, attention, je ne sais rien, c'est qu'autant on peut dire et on peut être choqué parce qu'on se dit, ben, politiquement, ce sont nos alliés, etc. C'est une très mauvaise façon de faire. Il y a une crise de confiance. Pour autant, une crise de confiance n'est pas forcément une violation contractuelle. Bonsoir, messieurs. Merci pour vos interventions. Une question et une remarque pour le général. J'ai eu le sentiment que votre intervention était quand même sous-tendue par deux dogmes qui dataient plus de la 4e République que d'aujourd'hui, à savoir, d'une part, l'alliance américaine que vous ne remettez pas fondamentalement en cause, alors qu'on peut considérer que depuis 1989, la nécessité de l'alliance américaine est de plus en plus discutable, surtout quand on voit ce que nous font subir nos alliés. Et le deuxième dogme, c'est celui de l'Europe. À chaque fois qu'il était question de la France, vous disiez « la France, non mais l'Europe ». Et là encore, l'Europe, la seule armée qui vaille en Europe, c'est l'armée française depuis le départ des Britanniques. On disait tout à l'heure que la France est la seule nation dans le Pacifique, donc je ne pense pas que les Allemands ou les Pays-Bas soient des sujets qui les passionnent. Alors souvent, l'argument quand on dit l'Europe, c'est pour dire « ah oui, mais vous comprenez, on n'a plus les moyens d'avoir une défense autonome, une industrie autonome tout seul ». Et là, moi, j'aurais envie de vous répondre, les Russes sont moins riches que nous et ils mènent une politique de grande puissance sans dire bah, les Russes et l'Europe. Donc, comment expliquer ce paradoxe? Merci bien. Merci. On a combien? On a 3 heures ou 4 heures. D'ailleurs, les deux questions sont liées. Hein. Donc la 4e République, je ne sais pas, mais en tout cas la 5e, c'était ça. La France, c'est pour ça que je parlais de notre vocation tout à l'heure. Nous, on a, mais depuis la 5e République, mais depuis longtemps, mais depuis la 5e République, on est une nation qui veut préserver sa souveraineté. Et donc, il y a une autonomie. Et si on a une dissuasion, c'est parce qu'on veut être autonome. Et on est les seuls, parce qu'on parlait bon, on ne va pas parler des Britanniques, mais on est les seuls en Europe à avoir une puissance nucléaire souveraine, purement souveraine. Donc ça c'est le cœur du cœur. À la fin des fins, si on n'a pas d'alliés, si on n'a pas d'Europe, si on a notre capacité, dissuasion, mais aussi notre force conventionnelle, pour pouvoir, je parle juste dans le domaine militaire, pour pouvoir assurer notre indépendance et notre autonomie de décision, d'appréciation de situation, etc., etc. Donc ça, c'est pas du tout remis en cause. Mais encore une fois, aujourd'hui, d'abord, je pense qu'on est à chaque fois surpris par les Américains, l'Afghanistan, l'Australie. Il y avait encore une autre surprise récemment. Voilà. Et on s'est dit à un moment, bah, c'est parce qu'il y a une présidence de quelqu'un qui est un peu exceptionnel. Et en fait, non, c'est un mouvement profond, je pense, des États-Unis. Mais en dépit de cela, la France souveraine, autonome, magnifique, aujourd'hui, dans le jeu des grandes puissances, dans les jeux des puissances mondiales, il faut qu'elle ait des alliances et des alliés. La France n'a jamais été toute seule. D'ailleurs, on a fait historiquement, rappelez-vous, toutes les alliances qu'on a pu faire. Voilà. Et très concrètement, aujourd'hui, la plupart de nos opérations militaires, c'est pour ça que je dis qu'on est un allié fiable, la plupart de nos opérations militaires
j'ai commandé l'opération Barkhane au Sahel. Notre principal allié militaire, c'est les Américains. C'est les Américains, au Sahel. Alors que c'est loin de chez eux, c'est pas leur sujet. Et dans les discussions récentes entre nos deux présidents, le président s'est engagé, américain, à continuer son appui. On peut faire sans les Américains au Sahel, mais on fait beaucoup mieux avec les Américains au Sahel. C'est vrai là-dedans, mais c'est vrai dans beaucoup de sujets. Donc, je pense qu'il faut pouvoir traiter d'égal à égal, même si on est la France et que ce sont les États-Unis. Moi, je ne crois pas que dans le jeu, en plus dans le jeu extrêmement décomplexé, extrêmement brutal des relations d'aujourd'hui avec la destruction de tout ce monde merveilleux que nous avions construit sur le droit, le multilatéralisme, etc., qui est un beau monde, hein, mais qui est quand même sérieusement remis en cause aujourd'hui. C'est pas la France toute seule qui va pouvoir, voilà, on peut prendre des initiatives, on est ce qu'on est, on peut avoir le verbe, mais voilà. Donc moi j'ai aucune difficulté à dire qu'il faut qu'on soit alliés avec les États-Unis, des alliés respectés, mais des alliés. Et puis l'autre question, c'était sur l'Europe. L'Europe, c'est un objet pour un militaire, pour la défense, un objet permanent de déception, mais on ne peut pas faire sans l'Europe. Voilà. Et là aussi, j'espère qu'il va y avoir, ou qu'il y a déjà un réveil stratégique, comme je disais, de l'Union européenne. Face à l'imprévisibilité qui nous a quand même servi pour faire avancer nos idées, nous, les Français de défense européenne, américaine. Parce que quand vous n'êtes plus très sûr que le grand protecteur vous protège, eh ben, vous comptez sur vous-même. Et deuxièmement, les menaces qui sont les nôtres aujourd'hui, aux frontières. Voilà. Et je pense qu'il faut être très pragmatique sur l'Europe. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas. Les trucs à 27 où il faut 5000 ans pour arriver à un accord, ça ne marche pas. C'est pour ça que la France a proposé ce qu'on appelle, c'est un peu du jargon technique, mais des interventions européennes, je ne sais plus quoi, innovation, là. Enfin, c'est ceux qui veulent faire l'opération, ils viennent, on va faire l'opération. C'est exactement ce qu'on est en train de faire au Sahel aujourd'hui. Voilà. Et l'Europe, c'est quand même aussi pour la base industrielle de défense européenne, c'est l'échelle qui est la bonne. La France toute seule, c'est pas une bonne échelle pour avoir une bonne BITD, une base industrielle de défense. Donc, oui, l'Europe, c'est extrêmement décevant, c'est extrêmement lent, mais je pense que on n'a pas d'avenir, y compris dans nos questions de défense et de souveraineté européenne. Alors, c'est un truc que les Européens détestent, la souveraineté européenne, mais d'autonomie, d'indépendance, d'être nous-mêmes, de décider de ce qu'on veut être nous, si on n'est pas appuyé sur l'Europe. Je pense qu'il n'y a pas d'autre voie aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas d'autre voie possible. Donc il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, il faut montrer l'exemple. Et voilà. Et la dernière chose, dans les affrontements d'aujourd'hui, il y a l'affrontement militaire, et il y a beaucoup ce qu'on appelle les affrontements hybrides, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous du seuil militaire. On peut penser que la crise migratoire, c'est une attaque hybride contre la France. Les cyberattaques, c'est des attaques hybrides, c'est en dessous du seuil. Il n'y a pas de canon, il n'y a rien. Et c'est souvent non attribuable. C'est exactement la meilleure réussite, c'est les Russes en Crimée ou en Ukraine, mais surtout en Crimée. Et donc, ces attaques hybrides qui ne sont pas des attaques militaires, là, je pense que l'Europe, avec sa puissance économique, juridique, le droit, le lawfare, le monde du droit, ça fait partie des attaques hybrides des menaces hybrides contre la France, contre l'Europe. Je pense que au-delà de la puissance militaire, face à la menace hybride qui est la grande menace aujourd'hui, c'est-à-dire vous vaincre sans vous combattre militairement, l'Europe a, dans son soft power, a les moyens, plus que d'autres, d'avoir les moyens de réponse, et d'être attractive, d'opposer un autre modèle, etc. etc. Voilà. Je veux juste compléter 2 mots en disant, pendant que le micro se passe, juste compléter 2 mots en disant... N'oubliez jamais que dans nos démocraties, vous avez nos opinions publiques et le pouvoir politique est obligé de tenir compte de l'opinion publique dans sa politique de défense ou sa politique extérieure et que cette opinion publique, elle a changé de nature. Là où elle était, là où nous étions
sur une position défense des valeurs démocratiques il y a 40 ou 50 ans, prête à mourir pour faire vivre la démocratie à droite ou à gauche. Maintenant, on a un sentiment, c'est peut-être l'une des conséquences de la globalisation. Il y a cette globalisation, mais en même temps, les opinions publiques ont tendance à dire à leur gouvernement, occupez-vous d'abord de ce qui nous concerne, nous, sur le plan domestique. Et donc, nécessairement, quand on doit envisager une politique militaire, le pouvoir politique y réfléchit aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fait pas, et je ne suis pas en train de dire que c'est le seul élément de réponse à votre question, mais de dire qu'aujourd'hui, il faut aussi en tenir compte. En tout cas, je pense que les gouvernements en tiennent compte. Moi, j'ai été frappé de voir que lorsque vous avez, et aussi dramatique que soit le décès de nos concitoyens militaires en opération en OPEX, vous voyez tout de suite comment l'opinion publique demande des comptes. Donc on est obligé d'être extrêmement prudent dans ce que l'on va faire. En outre, il y a aussi la légitimité de notre démarche. Quand on est à plusieurs, parfois il est plus facile de faire la démonstration qu'on est sur une voie commune parce que nous sommes une communauté internationale. Là où avant, on acceptait beaucoup plus que ce soit la France, les États-Unis. Maintenant, on a tendance, et je parle sous le contrôle du général, on a tendance à dire qu'il faut y aller à plusieurs pour que ce soit, y compris sur le champ d'opération extérieure, pour que ce soit mieux accepté, pour que vous ne soyez pas accusé de vouloir jouer de votre seule influence, ou que vous ne soyez pas accusé de néocolonialisme. Voilà, il y a tous ces aspects-là dont il faut, d'une manière générale, tenir compte, enfin, il me semble. Bonsoir. J'ai une question rétrospective et une autre qui est plutôt prospective. La rétrospective, peut-être pour le général, est-ce qu'on avait vraiment nos chances dans cette région du globe, à savoir que dès 1949, il y avait l'ANZUS. Vous faisiez allusion tout à l'heure aux essais dans le Pacifique Sud. À l'époque du Rainbow Warrior, on n'était pas en odeur de sainteté sur place, non seulement avec les Néo-Zélandais, mais aussi avec les Australiens. Des attaques anti-françaises récurrentes. Donc moi j'étais plutôt étonné de voir qu'on était aussi avancé vers un contrat aussi mirifique avec ce pays-là. Et finalement, la prégnance anglo-saxonne dans cette zone-là, c'est quand même très fort. Donc, voilà. Et la question prospective, j'ai entendu les odes à la France et à la présence dans le Pacifique, mais quid du référendum en Nouvelle-Calédonie, si ça se passe mal. Alors je ne suis pas ça au jour le jour, mais j'ai pas eu l'impression que ça se passait au mieux ces derniers temps. Donc, structurellement, les indépendantistes kanaks sont quand même très sensibles à la cause chinoise, enfin, la manière dont les Chinois poussent leurs intérêts. Est-ce qu'à ce moment-là, vos 2 millions de concitoyens dans le Pacifique, on arrivera à les préserver et à préserver notre zone économique exclusive deuxième au monde? Juste avant de répondre à la question, vous pouvez faire son micro parce qu'il faut qu'on les rende parce que l'administration de Paris de ferme. Donc, si vous pouvez continuer son micro, malheureusement. On pourra dire qu'on nous a coupé le micro. Il y a peut-être une action souterraine de pays étrangers. C'est une attaque. On commence par le passé ou le rétrospectif. Encore une fois, hein, je pense il faut qu'on soit présent dans le Pacifique, etc. On ne sera pas présent dans le Pacifique comme on est présent sur nos frontières, en Europe, en Méditerranée, ou ailleurs. Si on réfléchit par cercle, évidemment, alors là, bon, d'un point de vue général, mais d'un point de vue militaire, il y a des endroits où vous êtes pilote, chef, leader, au Sahel, la France entraîne. Et derrière, il y a d'autres pays. Certainement que s'il y a une opération dans le Pacifique, la France ne sera pas dans cette situation-là. La France sera forcément équipier. Voilà. Mais dans la plupart de nos coalitions, en Irak, on était équipier, etc. Donc ça, je pense que personne ne prétend que la France va être la puissance dominante du Pacifique. Par contre, comme on l'a dit, et moi j'en suis persuadé, il faut être présent dans cette région, pour toutes les raisons qui ont été dites. Et je ne pense pas que ça soit du tout perdu. D'ailleurs, quand on a signé ce contrat,
personne ne pensait qu'on arriverait à signer ce contrat avec les Australiens. Les Australiens ne sont jamais défaits de leur alliance première, et qui est évidemment celle des États-Unis, évidemment. Mais même ce contrat ne disait pas les Australiens ont choisi la France contre les États-Unis, ils ne disaient pas ça du tout. D'ailleurs, pour l'anecdote, le patron du programme australien, côté australien, était un Américain, un amiral américain retraité. Et quand vous allez à Canberra, la plus grande des statues, ce que vous voyez d'abord, c'est l'aigle américain. Et donc voilà, il n'y a pas, évidemment, et la France ne va pas remplacer les États-Unis. Par contre, mais quand on y était pour discuter, parce qu'on avait pas mal de dialogues, évidemment, moi j'ai trouvé qu'on était très proche des préoccupations des Australiens. On est à l'autre bout du monde, et on avait des discussions sur, même des coopérations très très poussées. Donc je pense qu'il y a une place. Encore une fois, c'est soit on est dans un bloc, et un bloc aligné sur le patron, soit on est dans du multilatéral. Et je pense que c'est ce que nous offrons, la France et l'Europe. Mais évidemment, à notre place, ça c'est sûr, à notre place, bien sûr. Mais bon, voilà. Mais et donc c'est bien pour ça que c'est un choix vraiment, c'est pas un choix du tout industriel. Mais et donc là, les Australiens ont décidé d'acquérir, je ne sais pas comment, et personne n'en sait rien d'ailleurs, des sous-marins nucléaires fournis par les Américains. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui va les construire? Dans combien de temps? Bon. Nous, on a l'expérience de Naval Group, c'était des décennies. Et avec un gros transfert de savoir-faire au chantier naval australien, à Adélaïde. Donc, je ne sais pas du tout, ça c'est évidemment, personne ne le sait. Ils sont au tout début de leur discussion, mais c'est un choix. Est-ce qu'on pourrait imaginer intervenir dans cette nouvelle alliance et participer au nouveau projet industriel piloté par les États-Unis? Parce que bon, voilà, les alliances, on se trahit, puis on se rabiboche. Pas tout de suite. D'abord, il faudrait qu'ils nous demandent. Et je ne pense pas que ça soit le... Non, et je pense que sur cette question-là du sous-marin, je pense qu'on là, on a tout coupé, parce qu'on n'est pas que les sous-marins, on a coupé toutes les coopérations, mais évidemment, et sur la colonie, c'est très important. D'ailleurs, c'est un des éléments de l'équation pour les Australiens qui les inquiète et qui leur fait perdre peut-être un peu confiance dans la France. Mais juste sur l'Australie, pour finir là-dessus, sur la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement français n'a pas une position neutre. C'est pas vous décidez et le gouvernement français se moque du résultat, enfin prendra acte du résultat. Le gouvernement français a dit, le président a dit, je souhaite que la Calédonie reste française. Parce qu'on aurait pu imaginer libre détermination, etc. C'est un territoire français, le gouvernement français et le président a dit, je souhaite que la Calédonie reste française. Juste pour compléter, vous disiez tout à l'heure, monsieur, que finalement les anglo-saxons sont bien présents, l'influence américaine est bien réelle dans la zone. Si on se met du côté australien, l'Australie, en tout cas je perçois comme ça sur le terrain, lorsque je rencontre des responsables politiques ou même des activistes australiens, l'une des préoccupations, c'est de se dire nous sommes voisins de la Chine, et si demain nous étions envahis par les Chinois, parce que l'Australie, c'est, je ne dis plus en chiffre, le chiffre de la population australienne, on est à 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants, et vous avez 1,4 milliard, 1,5 milliard de Chinois. Alors, pour bien connaître également la Chine, je sais que les Chinois disent toujours, nous on n'a jamais envahi, on n'est pas agresseurs, et on peut comprendre, mais vous savez que le principe c'est toujours de prévenir. Non, on peut entendre. Bien sûr, mais on peut entendre. N'empêche que la préoccupation des Australiens, c'est de se dire, il faut qu'on soit attentif, et si nous étions envahis, qui pourrait nous aider? Voilà. C'est très simple, la réponse vous l'avez, ce sont les Américains. Donc c'est vrai que les Australiens, plus que jamais,
les Australiens sont en équation avec les Américains. Et cela est vrai, par exemple, des Japonais, cela est vrai de Taïwan. Parce que, quoi que dise le gouvernement chinois, mais les pays, ses voisins, sont attentifs. Voilà, les pays de la zone sont vraiment attentifs, se disent, bon, bah, si la relation devenait un peu tendue avec les Chinois, qui pourrait nous aider? Eh bien, ce sont les États-Unis. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette influence. J'ajoute qu'on a, vous savez, on parle beaucoup d'influence. L'influence, elle n'est pas que sur les contrats commerciaux. Moi, si j'ai une remarque à faire là-dessus, je pense que précisément, la France, mais pour des raisons aussi budgétaires, n'a pas nécessairement travaillé son influence dans la zone. Je vais vous prendre un exemple puisque nous sommes à la fac de droit. Il y a quelques années, il y a je crois 10 ou 12 ans, je participais à une mission à la Maison du droit du Vietnam. Et j'en étais arrivé à la conclusion, je disais, mais nous sommes dans la région Asie-Pacifique, dans la région où la plus grande majorité des États sont des États de droit continental, d'autres termes de droit français, culture française. Il disait, la maison du droit de Hanoï devrait être un pilier, un endroit pour asseoir l'influence juridique, parce que là encore, c'est pas faire du droit pour faire du droit, mais qui contrôle la règle, contrôle l'accès au marché, c'est une influence réelle. L'instrument juridique est une influence réelle. Parfois, peut-être que nos responsables politiques n'ont pas toujours cela en tête, mais les anglo-saxons, eux, ils l'ont en tête. Et ils savent bien que par le droit est un instrument d'influence déterminant. Eh bien, nous avons fermé la maison du droit de Hanoï où il y avait un magistrat, j'ai envie de dire, c'était 4-5 personnes et un petit budget finalement. Les Américains ont bien compris le truc, puisque lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin et la reconstruction des États d'Europe de l'Est, ils sont allés proposer à tous les États leur aide juridique. Donc ils ont fait des constitutions, etc. Ils ont fait la même chose en Asie. Et aujourd'hui, par exemple, les Chinois ont un droit essentiellement continental, mais finalement, dans la pratique, ils aspirent beaucoup de la common law, du droit américain. Donc, vous voyez, ceci pour dire, les Japonais font exactement la même chose, ceci pour dire que l'influence, elle suppose d'avoir une vision, elle suppose d'aller au-delà des contraintes budgétaires, et j'ai parfois le sentiment que, voilà, ça bloque pour des sommes finalement pas très, très importantes, mais ça bloque. Et on se passe après d'un instrument qui peut être important. C'était l'exemple que je voulais vous donner. On peut démultiplier, on peut retrouver des tas d'autres exemples. Et pareil pour ces contrats, vous dites qu'on nous a fait une mauvaise manière, mais a-t-on l'influence, est-on suffisamment présent dans les bons réseaux pour pouvoir imposer après une décision qui nous soit favorable? Je ne le sais pas. Je n'ai pas forcément de réponse. Mais en tout cas, je pose la question. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup, mon général, pour cette passionnante discussion. Il va maintenant être l'heure et le temps de malheureusement nous quitter. Avant cela, je vais bien évidemment vous inviter à suivre toutes les actions du Cercle Droit et Liberté. N'hésitez pas à aller sur notre site internet. Le 8 décembre prochain, nous organisons une nouvelle conférence avec Guylain Benassa qui vient d'écrire un nouveau livre sur le totem de l'état de droit. Donc voilà, retenez cette date, il y aura de nouvelles informations pour une conférence le 8 décembre. Merci à tous, merci beaucoup et excellente soirée.